Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous ai signalé il y a quelques jours que nous étions en 1996, mois de septembre, et en 1957, au mois de septembre, il y a eu, hélas, un 22 septembre, ce que vous savez, arrivé au pouvoir de François Duvalier. Cela signifie que nous rentrons dans la 40e année du duvalierisme. À cette occasion, j'ai voulu demander à des gens qui ont vécu à l'époque de venir nous dire qu'est-ce que c'était que cette histoire de duvalierisme. Les racines, l'évolution, la cristallisation, les réactions dans le peuple, etc. Aujourd'hui, j'ai pensé à demander à un témoin de toutes ces années-là, Max Sam. Max Sam, il faut le dire d'abord, a été l'un des disciples, des continuateurs de notre Jacques Roumain. Premier point. Et à ce titre, avec quelques amis de Jacques Roumain, Michel Roumain, le frère de Jacques, Étienne Charlier, Anthony Lespèce, entre autres, avec quelques amis de Jacques Roumain, Max Sam avait fondé le Parti socialiste populaire, le PSP. Et c'est à ce titre qu'avec son groupe d'amis, de camarades, Max Sam a traversé ces années-là, toutes ces années, de 46 à 57, 58, etc., avec tout ce que vous savez. J'appelle aujourd'hui Max Sam à la barre, au micro, pour une raison, c'est qu'il a été un bon témoin, et pour une deuxième raison très personnelle. Max Sam a été celui qui m'a pris par la main quand j'étais un galopin, un gamin, intéressé évidemment par l'avenir de mon pays, par le progrès, par le progressisme, par le marxisme-léninisme, et c'est lui qui a été mon parrain quand j'ai voulu adhérer au parti de Jacques Roumain, le Parti socialiste populaire. Bonjour Max Sam, et bienvenue à Radio Haïti. Bonjour Jean, je suis très ému à l'évocation du Parti socialiste populaire et je suis prêt à répondre à tes questions. Max, remarquez que je vous signale que cela fait quand même 50 ans, 1946-1996, cela fait 50 ans qu'il s'est passé quelque chose dans notre pays. Le 7 janvier 1946, toute la jeunesse haïtienne s'était dressée contre la dictature d'Élie Lescaut, et je peux vous dire que Max Sam et ses camarades, qui devaient devenir ses camarades de parti, a joué un rôle important avec les jeunes de la ruche, avec les étudiants et les écoliers, dans le renversement de cette dictature et dans la première formulation du rêve démocratique de notre pays. C'est bien cela, Max. C'est très bien, oui, c'est exact. Et il y a maintenant 50 ans. Oui. Ça passe, hein? Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Sous les ponts. Et ce rêve démocratique qui a germé dans ces années-là, qui a bourgeonné, et puis, crac! Un beau jour, François Duvalier nous a fait comprendre qu'il fallait redescendre sur terre et ne pas continuer à rêver, Max. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Max, l'émergence du duvalierisme et la lente réalisation de ce que c'était pour ta génération et pour le peuple haïtien que le duvalierisme? Au départ, nous ne pouvions pas prévoir que le duvalierisme pouvait déboucher sur une dictature. Parce que le docteur François Duvalier a été parrainé par le docteur Price Mars, qui est l'apôtre de la négritude en Haïti, et nous n'envisagions pas l'homme politique chez Duvalier, nous envisagions le théoricien, l'intellectuel, l'homme qui nous rappelait nos racines,
qui, à la suite de Price-Mars, qui fut l'initiateur de ce mouvement, qui nous faisait prendre conscience de notre statut de noir dans le monde. Et donc, au départ, il y avait un préjugé favorable pour le docteur François Duvalier, d'autant plus qu'il avait jusqu'à son élection à la présidence la réputation d'un homme honnête. Intègre. Et à l'époque, cette qualité-là, cette caractéristique pour vous du PSP comme pour tout un grand courant de la jeunesse de progrès en Haïti, cette caractéristique d'honnêteté était quelque chose d'important. De très important, parce que nous pensons, et jusqu'à présent, je le pense encore, que la première qualité d'un leader politique, n'est-ce pas, doit être l'honnêteté. Et il s'est passé que cet homme, cet intellectuel, cet idéologue, lié à quelqu'un que nous avons toujours vénéré, Jean Price-Mars, qui, dans la lignée de l'indigénisme, nous rappelait nos racines, l'Afrique, les traditions populaires, la religion populaire, et qui, de surcroît, avait eu une carrière, un parcours d'honnête homme. Et c'est cet homme-là qui va, au fil des années, se révéler ce dictateur qui va surprendre les gens. Mais comment ça s'est produit, la révélation pour toi, Max, et pour le groupe que tu fréquentais et qui était le groupe de tes amis et de tes camarades? Comment, au fil des temps, et combien de temps ça a pris pour que vous voyiez le vrai visage de François Duvalier? Et durant le gouvernement du président Magloire, nous avions considéré le président Duvalier comme un résistant. Il s'était réfugié dans le maquis, et il faut le dire qu'il est l'un des rares partisans du président estimé qui soit resté fidèle, je crois, avec Paul Blanchet, par exemple, à la mémoire de Dumarsais estimé. En général, toute l'élite estimiste a adhéré au gouvernement de Paul Magloire. Et lui, avec deux ou trois autres, il a été fidèle. Fidèle. Donc, à la fin du règne du gouvernement Magloire, notre première inclination a été de rencontrer le docteur François Duvalier. Nous l'avons rencontré dans la clandestinité. Et il y avait là le docteur Georges Rigaud. Georges Dumas Rigaud. Émile Rigaud. Ah, Georges Rigaud. Hein. Georges-Émile Rigaud. Il y avait le docteur Constant Holland, Étienne Charlier, Anthony Lespès, Michel Roumain et moi-même. Et nous nous sommes rencontrés à la rue... À la rue Elroy, où il habitait. Je crois qu'il était un petit peu dans la rue. Je crois que c'est dans une maison appartenant qu'habitait Lydia Gentil. Ah, bon, d'accord. Si j'ai bonne mémoire. Et alors, nous avons causé avec lui pendant près de 4 heures à 5 heures de temps. Alors, nous voulions élaborer un programme, une union des forces démocratiques pour lutter contre le gouvernement de Paul Magloire. Et nous nous sommes trouvés en face d'un homme qui n'avait aucun programme politique, aucun projet de défense contre la dictature, mais qui attendait que les événements arrivent pour prendre position. Donc c'est dès cette première rencontre que vous avez pu déceler chez lui. Oui, parce que notre premier mouvement a été d'aller le voir, parce qu'il était supposé être
Le symbole de la résistance. Le symbole de la résistance, le symbole de la défense d'une culture haïtienne et le symbole d'une démocratie avancée. Très bien. Démocratie que, malgré beaucoup d'avatars estimés, avait tenté, dans des contradictions, avait tenté d'établir. Et donc, cette ligne de l'estimisme qui, selon vous, devait pouvoir, avec François Duvalier, se prolonger par un projet démocratique. Par un projet démocratique, et nous pensions que Duvalier pouvait éviter les erreurs commises par le président estimé. Et nous sommes sortis de cette conversation très, très déçus. Et nous avons pensé que le candidat François Duvalier n'avait pas un programme de gouvernement. N'avait pas un projet. N'avait pas un projet de gouvernement et qu'il ne pourrait pas affronter cette situation particulièrement difficile de l'après-Magloire. Il ne pourrait pas l'affronter à la façon dont vous pensiez qu'elle devait être affrontée, c'est-à-dire de façon à frayer un chemin à une structure démocratique en Haïti. C'est ça. Et dans notre pensée, nous pensions qu'on devait faire un rassemblement de toutes les forces démocratiques allant de la bourgeoisie nationale, en passant par les classes moyennes, appuyées par une classe ouvrière qui était dans les langes, et évidemment par l'appui de la classe paysanne qui devait être la force vive d'une démocratie. De ce projet démocratique. Et justement en ayant un programme de développement agricole. Et je dois vous dire que lorsque Georges Rigaud, qui avait participé à cette réunion dont je vous parle, avait été nommé ministre du président estimé, son programme en tant que ministre était de régénérer les plantations caféières qui dataient de la colonie de façon à ce que cette démocratie ait une assise économique. Car il faut que les hommes politiques d'aujourd'hui sachent qu'il n'y a pas de démocratie dans la misère, il n'y a pas de démocratie d'évolution pour un peuple sans production. Sans production. Et pour Haïti, la production agricole. La production agricole. Très bien. Avec un projet plus tard de développement agro-industriel, n'est-ce pas vrai, qui favorisait justement la montée des masses par l'éducation, par le travail et par la production agricole. Quand tu parles de Georges Rigaud, c'est celui qui est resté dans notre mémoire comme le docteur Rigaud. Le docteur Rigaud, le docteur Georges Rigaud. Très bien. Donc, déception et un peu d'amertume devant ce François Duvalier qui n'était pas celui que vous auriez pu imaginer en fonction de son passé, en fonction de ses appartenances culturelles et idéologiques, en fonction de la lignée politique à partir d'Estimé. Alors, maintenant, il va arriver au pouvoir, dans les conditions que l'on sait. Est-ce que cela va prendre du temps pour ton groupe, pour toi-même, pour les gens autour de toi, à la lumière de ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, après le 22 septembre 1957, Max Sam? C'est-à-dire à la chute à la chute de Magloire, et puis l'année terrible avec la succession de gouvernements provisoires, avec le passage de Fignolet, avec la chute de Fignolet, avec le massacre du Bel-Air, les élections du 22 septembre 57, Québro, Duvalier passe, le 22 octobre il prête serment, et puis ça commence. Ça commence. Et nous avions donc
pas participé aux élections parce que le docteur Georges Rigaud et le groupe avaient fondé un parti, l'Alliance démocratique, justement pour être un contrepoids qui devrait être une force d'attraction pour les démocrates qui voudraient lutter pour le changement et pour l'établissement d'une démocratie. Et d'un projet démocratique. Donc, vous vous étiez tenu un peu sur la touche par rapport à ce mouvement d'élection. Oui, oui. Et je me souviens aussi que à l'époque, Clément Jumel s'était abstenu, lui Absolument, aussi. Lui aussi. Et nous avons d'ailleurs, nous aussi, pris contact avec Jumel. Avec Jumel, oui. Et je tiens à dire que la différence énorme qu'il y a eu entre les deux personnalités, entre les conversations que nous avons eues avec le docteur Duvalier et le contact avec Clément Jumel. Clément Jumel. Et vous avez été très favorablement impressionné. Très agréablement impressionné. Et le docteur Georges Rigaud, qui était l'un des hommes les plus intransigeants que j'ai rencontrés, à la suite de cette conversation qui a eu lieu chez mon frère, le docteur André Sam, qui était sous-secrétaire d'État à la santé publique sous le gouvernement de Magloire, le docteur Georges Rigaud a eu à dire à Jumel, si vous arrivez au pouvoir et que vous appliquez le programme que vous venez de nous exposer, nous fermerons les yeux sur le caractère dirigé des élections qui devaient avoir lieu, et nous vous promettons notre appui le plus entier si vous appliquez ce programme. À ce programme. Vous voyez la différence. Venant du docteur Rigaud, c'était énorme. C'était énorme parce que le docteur Rigaud était un homme intransigeant sur les principes. Ouais. N'est-ce pas? Et cela veut dire combien nous avions été agréablement impressionnés par le programme de Jumel, qui était vraiment un homme brillant, n'est-ce pas? Un intellectuel. Un intellectuel qui avait un programme vraiment de gouvernement. Malheureusement, lui aussi, il est entré dans la clandestinité, comme nous tous. Comme tout le monde. Et nous allons revenir après cette pause au sort du docteur Rigaud, qui a été assassiné par Duvalier, au sort de Clément Jumel, qui a été lui aussi assassiné par Duvalier, dans cette répression féroce qui a marqué toutes les années du duvalierisme. À tout à l'heure. Allez le raconter et aussi le répéter. Sur Haïti Inter, tout se fait pour vous combler. Marquant les années du duvalierisme, il y a eu tout de suite, dès les premiers instants de la prise du pouvoir par Duvalier, même avant, il y a eu la répression contre le peuple de la Saline, du Bel-Air, etc., après la chute de Fignolet. Donc, les débuts du duvalierisme ont été marqués par la répression. Et je disais Clément Jumel, il y a eu le frère de Clément Jumel, il y a eu le docteur Rigaud, il y a eu un de vos compagnons de route, Rossini Pierre-Louis. Bon, la liste est longue et on a essayé de l'évaluer à 70 000 victimes de ce régime. Ce qui est important, c'est ce groupe qui s'était constitué dans les années 40, avant 46, après la mort de Jacques Roumain et de Christian Beaulieu, qui s'était constitué autour de Maxam, d'Étienne Charlier, d'Anthony Lespès, entre autres, Michel Roumain, et ce groupe qui a tenté, dans la foulée des idées de Jacques Roumain et des recherches historiques et politiques de Jacques Roumain, qui a tenté de construire une espèce de rêve démocratique en Haïti qui a traversé ces 50 années. Max, pourquoi, en dehors de cette réaction personnelle,
hein, d'une rencontre avec François Duvalier, vous avez découvert le creux qui animait cet homme, n'est-ce pas? L'homme n'était pas préparé pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Pourtant, à un autre point de vue, on pouvait dire qu'il s'était préparé à prendre le pouvoir, à l'occuper, à le garder, ce que la suite de l'histoire nous a prouvé. Il s'était préparé pour un autre pouvoir. Et la différence entre vous deux, c'est que, entre vous et lui, entre vous et son groupe, c'est que lui, il avait une autre vision et un autre objectif que votre objectif d'un pouvoir démocratique haïtien. Et c'est cette différence-là qui va créer, pas seulement le malentendu, mais qui va créer la tragédie. Certains d'entre vous ont payé de leur vie cette différence. C'est exact. Max, à quoi attribues-tu ce creux ou cette vision différente de François Duvalier? D'où est-ce qu'il venait pour avoir eu ce cynisme, cette détermination qu'on a fini par dire dans le mal? D'où est-ce que ça vient chez lui? À la vérité, je crois que le docteur François Duvalier n'était pas préparé parce que, Jean, pour être président de la République, il faut avoir non seulement une certaine envergure intellectuelle, mais également il faut avoir un programme de gouvernement. Or, il me semble, car je n'ai pas pratiqué de près le président Duvalier, n'est-ce pas? Il me semble que Duvalier a voulu diriger le pays comme on dirige un clan, comme on dirige une tribu. Parce que il n'y a jamais eu vraiment. D'ailleurs, les élections se sont déroulées dans des conditions atroces, ce qui fait que tout démocrate, au départ, était obligé d'être horrifié. Et puis d'être contre, oui. Puisque nous ne considérions pas ce président comme un président élu légalement dans des conditions correctes, etc. Nous considérons que c'était une élection illégitime, une élection, comment dit-on manipulée. Oui, c'est ça, avec... par Québro. Par Québro. Et le groupe d'officiers qui soutenaient Duvalier à l'intérieur de l'armée. Aucun député, aucun sénateur n'a pu réussir, n'est-ce pas vrai? Un homme comme le sénateur Louis Desjoie, qui était très populaire dans le Sud, il n'a pas eu une centaine de voix, n'est-ce pas? Le reste à l'avenant. Ce qui fait qu'au départ, du fait même des élections, nous étions sur la défensive. Sur la défensive. Ouais. Une réserve presque militante. C'est-à-dire que notre but en tant que parti est la lutte en faveur de la démocratie. Or, la démocratie, par ces élections, venait d'être bafouée. Cela veut dire que au départ... Premier point, nous étions contre. Mais vous auriez pu quand même, s'il y avait eu, selon vous, un programme de gouvernement, un projet de développement cohérent dans lequel vous auriez pu sentir que quelque chose de positif sortirait pour le pays. Absolument. Et cela n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, nous étions tellement disposés. Il y a un exemple historique, c'est l'exemple justement du président estimé. Nous avions voulu que l'on vote d'abord une constitution démocratique avant les élections de 1946, à la suite de tractations dont il est inutile sur lesquelles il est inutile d'insister pour le moment, n'est-ce pas? On a interrompu le vote de la Constitution pour élire le président estimé. Ce qui a été un escamotage d'un processus démocratique, selon vous. Selon nous. Et le sénateur Marx Dutroux, qui était l'un des représentants de notre parti au Sénat, avait dit que puisque le Sénat et la Chambre des députés a
avait oublié une décision, que c'était une décision prise, que les élections présidentielles n'auraient pas lieu tout le temps qu'il n'y aurait pas une constitution, avait dit, si le président estimé est élu, il donnera sa démission comme sénateur. Il faut dire que le président estimé, une fois élu, le premier geste qu'il a eu, au cours même de cette cérémonie d'élection, il est allé presser la main à Max Dicourt. À partir de ce moment-là, Max Dicourt ne pouvait plus démissionner. Très bien. Et le président estimé a demandé la collaboration du Parti socialiste populaire. C'est-à-dire de votre groupe politique. De mon groupe, de notre groupe. Donc nous étions contre les élections, nous étions contre le président estimé, mais après ce geste, et le président estimé ayant offert un ministère à un membre de notre parti, au cours d'une réunion orageuse où beaucoup ne voulaient pas, j'étais l'un de ceux à déterminer le docteur Georges Rigaud à accepter le ministère. Et c'est ainsi que Georges Rigaud est devenu membre du premier cabinet ministériel de Dumarcet estimé. Ceci pour nous dire, cette référence à 46 par rapport à 57, pour nous dire que ton groupe politique, le Parti socialiste populaire, l'Alliance démocratique, tout en étant en principe et en stratégie opposé à l'escamotage électoral qui a porté au pouvoir François Duvalier, comme vous étiez opposé à l'escamotage électoral qui a porté Dumarcet estimé, vous étiez quand même disponible au cas où François Duvalier manifesterait à la tête du pouvoir une volonté de faire émerger un projet de développement pour le pays. Certainement, si nous avions perçu un tel désir chez le docteur François Duvalier, nous aurions, comme nous l'avions fait pour le président estimé, vous l'auriez appuyé fermement et loyalement. Et cela n'a pas été le cas. Mais pourquoi, Max? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, en fouillant, comme on dit, zone en Kalalou, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui déjà, à l'intérieur même de l'homme politique François Duvalier, à l'intérieur même de ce qui devenait devenir le duvalierisme, y a-t-il eu quelque chose qui était irréductible à l'émergence d'un projet de développement? Allez voir un projet de développement démocratique. Hein? Justement, cela tient lieu. Il faut tenir compte du personnage, n'est-ce pas? Le personnage a toute son importance. Toute son importance. Le docteur Duvalier était un homme rempli de lui-même, n'est-ce pas? Et qui envisageait l'aspect ésotérique du pouvoir. N'est-ce pas? Et donc, il croyait en son destin, il croyait qu'il pouvait réussir. Nous discutons plus tard sur les moyens qu'il a utilisés pour réussir. Donc, il n'y avait pas de possibilité de collaboration. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, nous avons dû nous mettre à couvert. Oui, très vite, vous vous êtes senti menacé. Par exemple, un homme comme le docteur Georges Rigaud, chaque soir, il ne dormait pas chez lui. Il était dans la clandestinité. Tous les démocrates, aussi bien les jumellistes, les fignolistes, et nous autres du Parti socialiste populaire, il s'agit de tout ce qui était parti politique et pas partisan de Duvalier, tout le monde était menacé. À ce moment-là, la police politique faisait des fouilles dans les maisons. C'est ainsi que moi, personnellement, j'ai dû détruire toutes mes archives, tous les articles que j'écris dans les journaux, toutes les correspondances, les communications que j'ai eu à faire. Je les ai détruites, ces archives, pour que l'on ne trouve pas chez moi quelque chose qu'on puisse dire, bon, on a trouvé de la littérature subversive, communiste, etc. Et un homme comme le docteur Rigaud ne dormait pas chez lui. Chaque soir, il était obligé de dormir quelque part. Et nous autres, nous étions sur le qui-vive. Et à un certain moment donné, le couvre-feu commençait à 5 heures. 5 heures de l'après-midi. Moi, votre serviteur, à 5 heures de l'après-midi, j'entrais chez moi, n'est-ce pas, où j'habitais, à l'avenue du Cos.
je restais de 5 heures de l'après-midi jusqu'à minuit, 1 heure. À l'époque, je fumais, à fumer une cigarette. Je ne pouvais pas inviter un camarade à venir avec moi, parce que si on venait m'arrêter, certainement, on l'arrêtait. À plus forte raison, je ne pourrais pas inviter une amie à venir passer la soirée avec moi, parce que ce serait une femme qui serait ou tuée ou violée, etc. Cela veut dire que pendant ce temps-là, j'étais sur le qui-vive, attendant une arrivée de la police pour fouiller chez moi ou pour m'arrêter. C'est ça. Ce qui veut dire que dès le début... il y a eu une atmosphère de terreur. Dès le début, François Duvalier a établi cette atmosphère de terreur. Et dès le début, à travers le pays, on a senti que il n'y aurait même pas une aube démocratique. Il n'y aurait même pas un semblant de démocratie. On a senti ça dans le pays. Au départ. Mais en fouillant un tout petit peu derrière le personnage, Maxime nous a désigné du doigt un aspect qui est très, très significatif de François Duvalier, c'est l'ésotérisme, c'est-à-dire sa croyance à ce que on a appelé le merveilleux haïtien, la croyance que ce sont les forces invisibles qui jouent un rôle dans son destin et dans celui du peuple haïtien. La croyance, on a dit qu'il était un Ougan, on a dit qu'il pratiquait le vaudou. Les vaudouisants, certains vaudouisants que j'ai rencontrés, et à qui je disais sans envie, ah non, attention, attention, c'est main gauche là, t'as observé, c'est main gauche là, parce que vaudois, on doit faire tout. Donc il y a là une espèce de direction prise vers quelque chose de terrible, de terrifiant pour Haïti. Et les gens qui ont un peu de référence, morale, disaient, une référence, direction prise vers le mal. Hein? Oui. Vers le mal, Max. Oui. Pourtant, comme intellectuel, matérialiste, comme marxiste, l'élément éthique n'aurait pas dû prendre le dessus dans ton raisonnement, Max. Pourtant, ça a fini par émerger devant ce spectacle. Oui, parce que, premièrement, il y a eu le massacre des partisans de Daniel Fiolet au Bel-Air. Oui. Il y a eu les arrestations arbitraires, n'est-ce pas? Et surtout les fouilles dans les maisons privées, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont perdu leur bibliothèque. Si on avait, par exemple, un livre marxiste, il fallait le détruire parce que ça, c'était la mort certaine. La condamnation à mort. Et cela, c'était pour plaire au gouvernement américain qui, à l'époque, n'est-ce pas vrai, encourageait tous les gouvernements qui étaient anticommunistes, n'est-ce pas? Très bien. Alors là, il avait une façon de les cajoler. C'est ça. Hein? Et c'est ça. Et pourtant, les Américains n'étaient pas très chauds. Il a fini par les séduire. Oui, et je crois que le gouvernement américain a, dans une certaine mesure, n'est-ce pas vrai, préféré le gouvernement de François Duvalier à tout autre démocrate. À celui, par exemple, de Louis Desjoie, qui était un bourgeois capitaliste, donc qui, objectivement, devrait être l'allié naturel du capitalisme américain. Or, il se trouve que Louis Desjoie avait un côté nationaliste, dans le sens qu'il était un ingénieur agronome et qu'il préconisait un développement agricole, et qu'il préconisait l'installation d'une dizaine, disait-il, d'usines sucrières. Tout cela n'était pas fait pour plaire à l'impérialisme américain parce que c'est le marché américain. Le marché américain se rétrécissait si ce développement économique se faisait en Haïti. Ce qui veut dire que même avec un développement qui s'inspirerait du modèle capitaliste américain, mais dans un petit pays comme le nôtre, ce développement qui s'inspire de ce modèle ne va pas dans le sens
du gouvernement, du pouvoir américain, dans la mesure où eux, ils ont un autre projet pour nous. Ils ont un autre projet. Un autre projet. Ils veulent que nous soyons des consommateurs C'est ça. et pas des producteurs. Oui, c'est ça. Malheureusement, et dépendants d'eux. ouais, malheureusement, beaucoup de nos hommes politiques ne se sont pas encore rendus compte de cet aspect important que la lutte en faveur de la démocratie et forcément de l'amélioration des conditions de vie Du de peuple la haïtien. grande masse du peuple haïtien passe par un développement économique. Et par Et d'abord la par le production développement agricole. Donc la production agricole. Ouais, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup. Encore, hélas, après Jusqu'au- 50 ans. Oui, Après jusqu'à 50 ce ans. jour où nous parlons. Mais nous pas faire politique, je vous dis, Max, non. Nous pas prendre en politique, je vous dis. On est venu pour évoquer Ouais, cette saison-là, ouais. la saison du duvalierisme. Et je crois que notre ingénieur du son nous fait signe d'une petite pause, et après cette pause, nous reviendrons avec Maxam à la saison terrible, le cauchemar du valierisme. Vous captez Haïti Inter, AM, FM. François Duvalier assoiffé de pouvoir. Pouvoir pour lui, mais aussi pouvoir pour un groupe et pour ce qu'il va appeler une classe sociale. Tu as dit tout à l'heure, hein, à travers les classes moyennes. Ça a été le grand thème du duvalierisme. Alors, comment te sentais-tu devant cette montée de quelque chose qui avait une base légitime, la réclamation des classes moyennes pour plus de mieux-être, pour un partage du pouvoir, pour un avenir dans le pays, cette réclamation donc légitime, et sa traduction politique par une dictature, par le terrorisme. Comment te situais-tu par rapport à ça? Je signale aux auditeurs qui ne connaissent pas Maxam que j'ai en face de moi un noir. Un noir, on appelle ça authentique. Qu'est-ce que ça veut dire, noir authentique? Un noir. Et le noir Maxam, face au noir François Duvalier, aux dizaines, centaines, milliers de noirs de ce qui s'appelait la classe moyenne. Pourtant, tu ne te sentais pas faire partie de ce mouvement-là. Pourquoi, Max? Pourquoi? Parce que pour développer, pour améliorer les conditions générales de vie des classes moyennes, il faut avoir un programme politique et surtout un programme économique. Il nous a semblé que pour Duvalier, la progression de la... Parce que je ne vois pas comment on peut être haïtien et être contre le progrès des Noirs. C'est une nation noire. Donc, tout bon haïtien, quels que soient ses sentiments personnels, doit être partisan du progrès des Noirs haïtiens. Des Noirs qui étaient 5-6 millions dans tout le pays. Dans tout le pays. Alors, tu ne conçois pas qu'il y a eu là, dans ce pouvoir, quelque chose qui était antinomique d'un programme économique. Exactement. Parce que, malheureusement, Duvalier, pour développer cette classe moyenne noire, a pensé que c'est la fonction publique seule qui pouvait créer une classe moyenne, alors que toute classe doit avoir un pouvoir économique pour pouvoir jouer son rôle dans la société. Donc, d'après toi, et c'est ce que tu as découvert au fil des mois et ensuite des années, Duvalier au pouvoir, cela signifiait que la classe moyenne, grâce à lui, avait accès à la fonction publique, accès au budget de l'État, et que cela constituait un programme de gouvernement. C'est ça. Et selon toi, c'est ça qui était le handicap pour le développement de notre pays. Absolument. Parce que durant le gouvernement de François Duvalier, c'est entendu, la classe bourgeoise a été
comment dit-on ça? Spoliatrice. Oui. Non, la classe bourgeoise a eu des revers. Des revers, mais également les classes moyennes aussi, n'est-ce pas? Et à plus forte raison, la classe paysanne et la classe ouvrière. Cela veut dire que durant le gouvernement de François Duvalier, la bourgeoisie traditionnelle a été mise en échec en quelque sorte. Oui, c'est ça. Elle a été mise en échec. Et ensuite, les classes moyennes, à part quelques privilégiés qui se sont enrichis sous le régime, les classes moyennes n'ont pas connu le développement qu'elles auraient pu connaître dans un régime vraiment démocratique avec un développement économique. Adéquat. Ce que tu veux dire, c'est que cette dévotion que François Duvalier a créée chez la classe moyenne pour la fonction publique n'a en définitive pas servi la classe moyenne, pas du tout. Dans la mesure où l'assaut au budget de l'État ne servait in fine qu'une poignée de profiteurs et de corrompus. Oui, une minorité de privilégiés. Ce qui fait que le problème des classes en Haïti demeurait le problème le même, et il n'y a en général pas eu d'amélioration de la classe paysanne, encore moins de la classe ouvrière sous Duvalier. Il y a eu quelques hommes politiques qui se sont enrichis avec la collaboration des hommes d'affaires. Et de la bourgeoisie traditionnelle qu'on disait vouloir combattre. Tandis que nous, dans notre programme, nous envisageons que la bourgeoisie nationale, c'est-à-dire la bourgeoisie qui était intégrée au pays et qui voulait un développement du pays, ne fut pas persécutée. Tandis que sous Duvalier... C'est elle qui a été persécutée. Absolument. Tandis que la bourgeoisie spéculatrice, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie qui n'investissait pas réellement... elle a fini par rallier le régime et lui servir de nouveaux piliers. Par exemple, pour prendre un exemple illustre, vous savez que le sénateur Louis Desjoie avait une industrie de transformation, de vétiver en huile essentielle. En huile essentielle. Avec des plantations un peu partout dans le sud et au plateau central. Les paysans qui produisaient le vétiver vendaient le vétiver à M. Louis Desjoie, bourgeois capitaliste, qui transformait ce vétiver en huile essentielle et exportait cette huile essentielle. Donc, M. Louis Desjoie, en tant que bourgeois national, favorisait dans une certaine mesure les producteurs paysans qui vendaient leurs produits à M. à une usine. Tandis que les autres qui étaient inféodés au capitalisme international faisaient un profit personnel, mais pas en faveur de la grande majorité, et de la classe moyenne et de la classe paysanne. Ça veut dire que les autres n'investissaient pas et n'avaient pas en perspective d'améliorer le sort de la paysannerie en lui permettant elle-même aussi d'investir et de produire. Oui, on a vu l'exemple d'ailleurs avec le cas du café qui pendant 200 ans a été la vache laitière d'une certaine bourgeoisie d'affaires, laquelle a fini par tuer la poule aux œufs d'or, et actuellement nous ne sommes plus exportateurs significatifs de café. Voilà un exemple significatif entre deux conceptions du développement capitaliste en Haïti, la conception où le capitaliste investit pour la production, pour le développement d'une classe de producteurs, et l'autre, simplement l'extorsion, la plus-value sur l'achat et la vente, sans que le profit ne soit réinvesti. C'est exact. Et c'est cette deuxième catégorie qui a fini par rallier le duvalierisme, Maxime. C'est ça. Hélas. Oui. Ouais, pour notre malheur. Et tu esquives une autre question. Tout à l'heure, j'ai insisté, j'ai dit Maxime est noir. Et tout le monde le sait, tous ceux qui connaissent le vieux Max, un peu partout, au bas de la ville, quand il était rédacteur en chef du quotidien La Nation, quand il était membre du comité central du Parti socialiste populaire, quand il a été militant à travers les années
de cette alliance démocratique avec d'autres militants comme lui. Tout le monde connaît Max Sam, mais peut-être que les jeunes qui nous écoutent, maintenant que tu as pris ta retraite, en fait, ta retraite, tu travailles toujours, mais ta retraite de la vie publique, on peut ne pas imaginer ton visage, surtout qu'avec cet accent, cette langue que tu parles. Quel élégant personnage, hein. Comment passer? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon. Alors, c'est important parce qu'il faut envisager avec toi, tu es une espèce de témoin privilégié de cette question, tu as parlé de la classe moyenne, cette question qui a animé la classe moyenne, pas vrai, et qui est la question de couleur. Je rappelle que le Parti socialiste populaire, héritier de Jacques Roumain et de Christian Beaulieu, avait donc deux leaders historiques. Jacques Roumain, un mulâtre, Christian Beaulieu, un noir. C'est exact. C'est pas ça? C'est ça. Très bien. Et qu'à la mort de Christian, Jacques avait écrit un article. Le meilleur d'entre nous, Christian Beaulieu. Voilà. Bon, alors, pourtant le Parti socialiste populaire en 1946, Max, parti délibérément d'inspiration marxiste, qui le disait d'ailleurs dans les articles, la Nation, dans les brochures qui étaient qui inspiraient les militants du parti. Le parti disait attention. Moi, je me souviens d'un article d'Étienne Charlier dans La Nation qui, inspiré par l'analyse schématique de Jacques Roumain 32-34, laquelle désignait du doigt la question de couleur, entre autres, pour l'analyser, la fouiller, la rétablir sur ses pieds. Et Étienne disait attention, il y a un problème. Oui, c'est vrai que l'administration publique a été envahie par des mulâtres. Oui, c'est vrai. Il y a là une rectification historique à faire. C'est exact. Il faut qu'il y ait l'accès à la fonction publique d'éléments préparés de la petite bourgeoisie, parce que le PSP refusait ce terme vague des classes moyennes, et avec l'analyse marxiste disait la petite bourgeoisie ayant accès. Mais attention, il ne faut pas que ce soit sur le critère de la couleur, mais sous celui de la compétence et sous celui de l'honnêteté. C'est bien, moi je me souviens que c'est ce que disait Étienne Charlier. Donc déjà ce groupe prenait ses distances. Mais ce groupe va retrouver la question de couleur contre elle, contre lui, parce que va se créer, au sein du marxisme haïtien en 1946, un autre groupe, le PCH, le Parti communiste haïtien, qui lui, de près ou de loin, délibérément ou par entraînement, va accepter et emboîter le pas à la question de couleur. On va y revenir tout à l'heure avec Max Sam. Une petite pause. Haïti Inter, 106 FM Stéréo. Héritier de Jacques Roumain et de Christian Beaulieu, Max Sam, comment, après 50 ans, vois-tu cette question de couleur qui a été un élément déterminant de certaines luttes politiques dans lesquelles tu as été plongé pendant les 30 années qui ont suivi les Glorieuses de 46, Max. Comment tu vois ça? La question de couleur, n'est-ce pas vrai, est née avec la colonie de Saint-Domingue. Exact. Il se trouve qu'il y avait 3 classes à Saint-Domingue. Les Blancs, les Affranchis et les Noirs. Esclaves. Et malheureusement, cette division en classes était illustrée par la couleur. Les colons étaient les Blancs. Les colons étaient blancs. Les affranchis étaient en majorité mulattes, minorité noire. Et les esclaves en grande majorité noire. Donc, le
préjugé de couleur naît avec de cette confusion classe-couleur. Classe-couleur. Au point qu'un homme comme Christian Beaulieu a écrit un article, je me souviens, où il disait que dans la colonie de Saint-Domingue, souvent, le problème des classes revêtait une connotation de caste. De caste. C'est-à-dire qu'il était difficile de franchir, d'aller dans la classe des Blancs, n'est-ce pas, de même que l'esclave de monter dans la classe des affranchis. Cela veut dire que toute notre histoire est dominée par cette question de couleur. Et plus tard, lorsque la République d'Haïti sera fondée, n'est-ce pas, il y aura une majorité d'hommes clairs, bourgeois, et une grande majorité du peuple noir. C'est notre talon d'Achille, c'est une chose qui nous colle à la peau depuis la colonie de Saint-Domingue. Cette question ne peut être résolue que par la montée de la grande majorité du peuple haïtien, qui est noir. Comment la faire monter? En créant un programme économique et politique, éducationnel, n'est-ce pas, et politique, pour que cette masse accède, disons, à la dignité humaine. Comment cette masse peut-elle? Ce n'est pas en prenant un élément intelligent des masses paysannes, en faisant de lui un ministre, en faisant de lui un ambassadeur. Il faut créer des conditions économiques qui favorisent la grande majorité, non pas une petite minorité, n'est-ce pas? Et aussi bien en ce moment-ci en Haïti, pour les mulettes que pour les noirs, il y a une minorité riche et l'autre grande majorité, à des degrés divers, en descendant vers le bas, est pauvre. Et est démunie. Très bien. Est démunie. Alors, le duvalierisme qui est arrivé au pouvoir, brandissant cette revendication noiriste, faisant croire à l'ensemble de la population qu'avec des noirs au pouvoir, son sort allait changer, c'est exact, mais n'ayant aucun programme économique, s'est retrouvé au fil des ans dans une situation où c'était cette minorité-là, alliée à l'autre d'ailleurs, parce que l'alliance s'est réalisée. Objective. Cette minorité-là, alliée à l'autre, s'est retrouvée face à la majorité du peuple noir, pauvre, qu'ils prétendaient défendre et qu'en définitive, dont ils ont prolongé l'exploitation et l'extorsion. C'est extrêmement grave dans notre histoire. C'est ça. Et alors, aujourd'hui, les faits sont là, cela crève les yeux, que cette masse, je parle de la grande masse noire, au lieu d'évoluer en tant que telle, à part quelques éléments qui ont surgi et qui sont devenus riches, non pas par le travail, mais par l'enrichissement politique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en 1996, la grande masse des Noirs haïtiens est dans une pauvreté horrible après 40 ans de duvalierisme. Mais il s'est passé quelque chose qui m'étonne, et peut-être que tu pourras me dire. En 1946, la question de couleur a régné au sein de ce que l'on appelle aujourd'hui la classe politique. En 1956, même un pimpimp. Et en 1956, c'était Duvalier contre Desjoie. Ça veut dire le noir contre le mulâtre. Et puis, crac, c'était la ligne de partage. Et puis Duvalier au pouvoir a brandi et nourri la question de couleur. Et puis, brusquement, en 1986, Duvalier tombe, son fils. Le duvalierisme prend le chemin de la sortie, il n'est pas encore sorti, remarque. Mais les luttes politiques, 86, 87, 88, 89, 90, 91, on n'entend plus parler de la question de couleur. Qu'est-ce qui s'est passé, Max? Il s'est passé que le peuple, la grande majorité du peuple,
est sorti le dindon de la farce, n'est-ce pas? Et a fini par le comprendre. Et a fini par le comprendre et qu'il n'y a pas eu du tout d'amélioration de la condition humaine de la grande majorité du peuple. Au contraire, il y a eu une aggravation de sa misère et que le peuple, finalement, a fini par se rendre compte qu'on s'enrichissait sur son dos. Sur son dos. Et en son nom. En son nom. Et ce qui est grave, parce que alors qu'il y a une minorité de Noirs qui ont accédé à la richesse, mais nous voyons la condition de la grande majorité du peuple, elle s'est, au lieu de s'améliorer, elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée. Oui. Donc, il y a là comme une sorte de défi de l'histoire, d'ironie de l'histoire. Voici qu'en 86, à la fin du duvalierisme, la question de couleur ne se pose plus enfin, de temps en temps, un Macoute disait « Ah, t'y rouge !» Bon, bref. Mais ça, c'est dérisoire. Mais comme élément moteur des luttes politiques, comme en 57, comme en 46, disparu, évacué. Est-ce qu'en définitive, le duvalierisme n'a pas tué la question de couleur, Maxime? Bon, je n'irai pas jusqu'à conclure qu'il a tué, mais en tout cas, il a diminué son intensité, son agressivité, parce que finalement, on se rend compte que c'est une imposture. Que Duvalier n'est pas un mulâtre, et c'est un noir, et que la grande majorité du peuple haïtien a connu une vie difficile, une vie d'exclus, comme on dit en France, n'est-ce pas, une vie amoindrie, et que durant ces 40 ans, sa condition n'a pas été améliorée. Mais une question personnelle, Max. Duvalier, le grand noiriste, le grand noiriste, est-ce que, toi qui as connu des gens qui le connaissaient, moi j'étais trop jeune, donc ça me parvenait de très loin, est-ce que Duvalier, le grand noiriste, était aussi anti-mulâtre qu'il voulait le faire croire? Pas du tout. Duvalier ne l'était pas. Et moi, en tant que noir, j'étais très humilié d'entendre le président Duvalier, à l'annonce du mariage de sa fille, comment elle s'appelait encore? Nicole, avec un agronome dont j'oublie le nom. Un agronome de Port-de-Paix qui s'appelait Luc Albert Foucard. Un bon mulâtre tête-soie. Tête-soie, bien qu'un peu chauve. Mais enfin, un mulâtre authentique. À l'occasion de ce mariage, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu de mes oreilles, je suis tombé à la renverse en entendant. Duvalier était si fier de ce mariage qu'il a dit « J'ai réussi là où l'empereur Dessalines avait échoué. » Waouh! Il dit ça, je vous l'ai marié, Nicole, là. Ah oui? Oui, maman. Je l'ai entendu. Maman. Et alors, cela veut dire que beaucoup de Noirs, particulièrement du type duvalieriste, exploitent la question de couleur, mais ne la pratiquent pas, la question de couleur, dans leur vie quotidienne. Max, ou bien langue. Mais sur un autre plan, Max, tu dis pas de programme économique, pas de programme de développement, pas de projet démocratique, ça, dès les premiers jours, Duvalier a annoncé la couleur, la dictature et de la tyrannie. Mais y avait-il moyen, pendant ces 14 années, et puis ensuite les 14 autres années, y avait-il moyen pour que quelque chose qui ressemblerait à un développement puisse émerger en Haïti? Cette classe moyenne à laquelle il faisait appel et qui était composée de gens brillants. Bon, il avait tué Clément Jumel, qui était un élément de qualité, mais il y en avait d'autres qui avaient été autour de lui et qui connaissaient le progrès, qui connaissaient un tas de belles choses. Moi, j'ai l'impression, évidemment, à mon âge, vous savez, mon analyse n'est pas rigoureuse, mais j'ai l'impression que le duvalierisme, au contraire, a
a attaqué les éléments de progrès de cette classe noire. Et je prends un exemple d'un ami personnel, c'est Thomas Desulmé, qui était un homme d'affaires, qui était un homme de progrès, il faut le dire. Un homme de progrès. Absolument. La Travailleur, preuve, courageux. c'est qu'il est allé en Jamaïque. Il a fondé une industrie qui extraordinaire. Qui a fait de lui un des hommes éminents de la Jamaïque. Bien qu'il ne soit pas un Jamaïcain. Cela veut dire que Duvalier, c'était pas son programme. Duvalier voulait le pouvoir, pour ses amis, pour ses parents. Pour des pillageurs comme lui, c'est tout. Mais Thomas Desulmé, qui était un homme de progrès, un industriel, un investisseur, qui est, je le connais, tu as parlé tout à l'heure du coup d'État qui a permis l'arrivée au pouvoir d'Estimé, ce coup d'État avait deux noms, Thomas Desulmé et Philippe Charlier. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État qui a permis à Dumancet-Estimé de prendre le pouvoir. Où l'on voit aussi qu'il ne faut pas trop insister sur la question oculaire. Parce que pour une fois, il y a eu un noir et un mulâtre. Ils finissent toujours par s'entendre. Lorsqu'il faut dépecer la République, ou lorsqu'il faut tuer les paysans et les ouvriers. Mais c'est ce même Thomas Desulmé qui est donc à l'origine du pouvoir duvalierien, puisqu'il est à l'origine du pouvoir de Dumancet-Estimé. Et du pouvoir de Duvalier aussi. Ah oui. Et ce même Thomas Desulmé... Manitou du duvalierisme à ses débuts. Et c'est ce même Thomas Desulmé qui va se retrouver face à face avec Duvalier, qui va risquer la mort. D'ailleurs, je crois que l'un ou l'autre de ses fils ont été tués. Il a perdu deux fils assassinés. À l'exposition. Et puis M. Biget fait paquet, il sauvait l'aller en Jamaïque où il a fait merveille. Il y a mieux, Duvalier apprenant la mort de son père. Duval. Non. Thomas Desulmé, apprenant la mort de son père, s'est présenté à l'aéroport pour assister aux funérailles de son père. Duvalier lui a intimé l'ordre de regagner l'avion. C'est ainsi que Thomas Desulmé, fils authentique du peuple, car Thomas Desulmé n'est pas un fils de bourgeois noir. Thomas Desulmé est un fils authentique du peuple. De paysan. De paysan, n'est-ce pas, qui par son travail, il a débuté comme chauffeur de camion, il est devenu un grand industriel. Donc voici un homme de progrès, n'est-ce pas? Eh bien, Duvalier, bien que Thomas Desulmé ait été un des parrains du régime de Duvalier, Duvalier le territoire. Il a perdu deux fils tués à l'expédition. L'exemple de Thomas, qui m'est très cher, bien que nous pas d'accord sur un pile bagaille. Thomas vient bêtiser après, là, vient candidat à la présidence, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais moi, j'ai eu la fierté de ma vie à l'étranger, Max. Lorsque j'étais à Kingston, en Jamaïque, en 1980, que j'ai rencontré le premier ministre d'alors, Michael Manley, qui était de la même famille socialiste que moi. Et nous avons eu une interview. Et Michael Manley m'a dit, vous êtes haïtien? J'ai dit, oui, évidemment. Il m'a dit, vous savez, le nom d'Haïti, c'est un grand nom ici. Il dit, pourquoi? Il me dit, à cause de Thomas Desulmé. Je lui dis, quoi? Il me dit, ah oui, Thomas Desulmé, ça c'est un grand homme. Ah, Max, sans yaourt, là, frémi. Ah, c'est content, c'est ça. Et il m'a expliqué, il m'a dit ce que faisait cet homme, comment il a commencé, comment il a pu réaliser, construire pas à pas, petit à petit, son entreprise, amener des Jamaïcains à le comprendre et à l'aider. Je me suis dit, allons pays bien des fans et pays noirs. Oui. Nous, on est comme ça qui fait merveille dans tizi les Jamaïques ça et puis dans le pays d'Haïti. Voilà, alors c'est là la condamnation des protagonistes de la question de couleur. C'est un mensonge, je n'ai pas le mot. Une imposture. Voilà le mot, c'est une imposture parce qu'un homme comme Thomas Desulmé n'aurait jamais dû être persécuté sous un régime comme celui du docteur François Duvalier si l'on tient compte qu'à l'origine, le gouvernement de François Duvalier a été un gouvernement créé pour le progrès du peuple haïtien. Et des Noirs. Et des Noirs. C'est ça. Et tu crois donc que cette imposture-là, parce que c'est toi qui as dit le mot, cette imposture-là jette une lumière particulière sur le duvalierisme. Tu as dit les éléments de valeur,
les éléments de qualité, les éléments de progrès, comme Thomas Désulmé et comme des dizaines d'autres, Des dizaines, des milliers d'autres, n'est-ce pas, qui ont été obligés, persécutés, obligés de fuir le pays, obligés de partir. Hein. Et qui ont constitué en Afrique, en France, en Europe, Canada, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, une diaspora dynamique, travailleuse, étudiant. Et c'est ça qui est pour moi une chose fascinante. Voilà que 1 million d'hommes en dehors d'Haïti peuvent faire valoir leurs compétences, leurs qualités, leur force de travail, et puis chez nous. Parce que les conditions générales du progrès ne sont pas créées. N'est-ce pas? Et l'État est responsable de cette situation parce que pour qu'un pays progresse, pour qu'un pays produise, il faut que les structures soient créées, les structures de progrès, les structures favorisant le développement agricole, le développement industriel, l'éducation, car c'est un des premiers problèmes, Jean. On n'insiste pas assez. Souvent, j'entends à la radio, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne savent pas parler le créole. Ils parlent un créole francisé. C'est ça, parle un charabia. Parce que quand tu parles créole, ou pas l'école, c'est pour paysans comprendre. C'est pour tout le monde comprendre. C'est pas pour la communication. C'est pas pour Maxime avec Jean-Dominique Wapalé. C'est ça. Alors soit parler paysans, pour paysans qu'on est, parce que nous avons institué le code, c'est pour que le paysan puisse entendre et comprendre. Et communiquer. On va dans des mon cap dit mal aux États-Unis pour mal finaliser un programme. Moi je ne comprends pas ce verbe. M'pa connais ce mot ça parce que m'pa parler de finaliser. Alors voir si Max ça ne comprend pas. Ça le finaliser, ou pas besoin de pour paysans Tokoko. C'est pas ça. Max, tu n'as pas changé et pour moi c'est un plaisir que Maxam ait accepté de partager avec nous ses souvenirs, ses réflexions, ses analyses, et aussi le coup d'œil qu'il a eu sur 40 années. Mais ça fait 40 ans, Max, nous sommes en 40e année. Et quoique, comme on dit, Jean-Claude Duvalier allait en 86, ça fait 10 ans, on n'est pas encore sorti du duvalierisme. Et je voudrais signaler que l'une des preuves irréfutables du mépris de Duvalier pour le peuple haïtien, particulièrement le peuple noir d'Haïti, c'est d'avoir choisi son fils pour lui succéder. Ouais, c'est ça. Il aurait pu choisir un membre de son entourage. Clovis Designo, les grands cinéastes, le ministre des Affaires, le fils du Mars Estimé, qui est un Jean-Robert Estimé, qui est un agronome brillant. Si Duvalier voulait avoir une succession digne de 46, qui est la révolution faite pour les classes moyennes, pour les Noirs, il aurait choisi un de ce type, il n'aurait pas choisi son fils, qui, il l'approuvait, est un minus. Ouais. Donc, d'après toi, Jean-Claude est la preuve du mépris profond. Du mépris profond de Duvalier pour les Noirs d'Haïti. Et le peuple haïtien. Malheureusement, le problème, c'est que ce mépris, lié à ce creux, à ce vide, lié à toutes ces choses négatives, tout ça a constitué une structure qui perdure. On n'est pas encore sorti du duvalierisme. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont des duvalieristes qui s'ignorent. D'ailleurs, n'est-ce pas, Duvalier a bientôt 50 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les hommes qui ont 30, 40 ans, 45 ans sont nés sous Duvalier. Ils n'ont pas connu autre chose. C'est ça. Ils ne connaissent pas, par exemple, Jacques Roumain, Maxam, Etienne Charles, ils connaissent Duvalier. Ils connaissent Duvalier et ce sont des produits duvalériens. Maxam, malgré son grand âge, malgré sa timidité avant micro, malgré ses réserves,
à garder la dent dure. Moi, c'est ce qui faisait ma fascination dans les années 46-50. Merci Max, merci infiniment pour mes auditeurs et aussi pour moi. Bon succès dans toutes tes entreprises. Face à l'opinion. Information, idées, débats, prise de position dans la transparence. Ceux qui font l'actualité dans le secteur public et privé, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des syndicalistes, des leaders paysans parlent. Face à l'opinion, qui ça y dit, qui ça y fait, qui mounio yé, c'est qui est responsable service l'État, moun qui fait économie pays a marché, moun qui fait kilti pays a avancé, yo gen la parole sous Radio Haïti.